visite de la maison des mineurs dans un instant, mais pour l'heure, nous visitons l'église la plus grande du Gard, Notre-Dame Immaculée Conception. Rencontre avec l'un des membres de l'association qui gère les travaux de cette église. Ma mission ici, au sein de l'église, est simplement que je représente l'association qui gère les travaux. Nous avons de gros travaux puisque l'église dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'église de la Grande-Combe, une des plus grandes églises du Gard, puisqu'elle fait 50 mètres de long, 18 mètres de large et on a la nef centrale à 18 mètres de haut. L'une des plus grandes ou la plus grande? C'est la plus grande. À savoir que la nef centrale est plus grande que la nef de Notre-Dame de Paris. Vous voyez que quand même on a fait un bel héritage. Mais cet héritage, aujourd'hui, il est un petit peu capricieux parce que, tout simplement, il y a la toiture à refaire. Cet héritage, nous le détenons de la houillère, puisque, dans le temps, cet édifice avait été construit pour pouvoir faire venir le peuple pour prier dans cette fameuse église, dans cette grande église. L'église donc a été édifiée pour que les gens de la population, à l'époque, les fidèles étaient nombreux. Ils étaient 17 000 à peu près habitants, surtout dans les années 60. Dans les années 1800, à peu près 4 200 ou 4 300 habitants. Mais il y avait quand même une demande qui était très forte, puisque la houillère a tenu et la houillère a voulu que justement préserver un petit peu son personnel, le guider, le diriger, le chapeauter un petit peu. Et l'église faisait partie un petit peu de ses convictions. Elle date de 1846. Elle a été faite par l'architecte Chabrol. Elle a été édifiée par lui. Et les pierres proviennent d'une carrière que nous avons non loin d'ici, puisque c'est une carrière qui se situe à l'Arbousse. Il y a une autre carrière qui se situe sur Champclauson. Et l'appareillage est un appareillage tout à fait simple, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de fioriture. Elle est tout à fait simple comme église, mais quand même avec une nef quand même qui était assez impressionnante. On a quand même quelque chose qui est précieux, puisque c'est l'orgue de Cavalier-Coll, qui aussi a été mise en place dans 1850 à peu près, et elle est classée monument historique. Aujourd'hui, on a eu cette tendance, disons, à faire de notre région un petit but touristique, et donc on va le faire valoir. Nous allons parler des vitraux que l'on voit ici, ce sont des vitraux locaux. Ce sont les vitraux locaux, parce que les autres, c'est un peu des scènes de la Bible. Et là, c'est un peu des scènes, il y a 2 vitraux qui représentent les scènes de la vie de la mine. Alors nous avons dans un premier vitrail Notre-Dame de Laval, qui est un sanctuaire marial qui se trouve à 4 ou 5 kilomètres d'ici. C'est un vieux sanctuaire qui était là déjà au XIIe siècle. Et c'était un lieu de pèlerinage. Et alors tout le monde allait dans ce pèlerinage, dans l'est de la Grande-Combe et tout le coin. Alors au fond, il y a un puits de mine. C'est drôlement important pour la Grande-Combe et puis pour tous les environs, ce sanctuaire. D'ailleurs, c'est un lieu où il y a tout le temps du monde. Tout le temps des gens de passage. Il y a 200 ans, il n'y avait pas grand monde à la Grande-Combe et dans les villages aux alentours. D'ailleurs, très peu existaient. Alors nous avons dans le bas la première église de la Grande-Combe, la Frugère. Une toute petite église qui n'existe plus maintenant. Et puis nous avons l'église de la Grande-Combe en construction avec... on a déposé, le père l'abbé Méjean a déposé la première pierre de cette église. L'église a rempli ses missions évangéliques en accueillant les messes et cérémonies religieuses, mais aussi toutes les manifestations liées à l'activité minière, et notamment la messe de Sainte-Barbe, patronne des mineurs, célébrée le 4 décembre. L'édifice accueille aujourd'hui de nombreuses animations culturelles, des concerts d'orgue ou philharmoniques et des expositions. Vous l'aurez compris dans le reportage, l'association œuvre à la restauration de l'église Immaculée Conception et recherche des financements pour sa restauration. Vous pouvez bien évidemment venir la visiter et voir ces grands orgues signés du facteur d'orgue nîmois Vincent Cavalier-Coll, ainsi que ces vitraux qui sont l'œuvre de grands maîtres verriers comme Eugène Ondineau et Félix Gaudin. Nous terminons notre visite de la maison du mineur et recueillons un témoignage très émouvant.
Et voilà la cage qui descendait, bien sûr. Il y avait 2 cages, et une qui montait et une qui descendait, bien sûr. Et là-dessous, vous avez l'endroit où les mineurs descendaient, bien sûr. Le puits faisait 800 mètres. Et combien de mineurs travaillaient? Il descendait à peu près 200-250 mineurs par poste. Il faut savoir que dans les années 58-60, nous étions plus de 17 000 chez nous, habitants aussi. Et il y avait plus de 15 000 mineurs. C'était une grosse exploitation minière. Alors Marc, on arrive à la salle des machines avec justement une machine impressionnante, machine d'extraction. Vous y voyez le tambour bicylindro-conique qui faisait ça dans la cage, bien sûr, et qui la faisait remonter. Et là, il y avait ce qu'on appelait le machiniste. Le machiniste, qui avait beaucoup de responsabilités, surtout quand les hommes descendaient ou quand ils remontaient. Ça tournait en permanence, puisqu'on faisait les travaux ici. Mais cette machine est impressionnante là. C'est unique en Europe, ce que vous voyez là, c'est unique en Europe. Tout est en double. En cas de panne, on avait un secours pour pouvoir remonter les mineurs, bien sûr. Et c'était autosuffisant, évidemment, c'était le charbon qui alimentait. C'était le charbon qui alimentait. Nous avons notre propre centrale électrique de l'époque qui fonctionnait au charbon. On va poursuivre la visite là sur cette salle des machines. Alors plusieurs nationalités se côtoyaient, hein, les mineurs s'entraidaient, mais venaient de tous les pays à l'époque. Bien sûr. Et, nous avons compté plus de 39 origines à cette époque-là, parce qu'il fallait de la main-d'œuvre. Il ne faut pas oublier qu'il fallait du charbon pour relever la France, notamment. Après la guerre de 39-45 notamment. Mais des Polonais, des Italiens. Alors les premiers, ça a été les Polonais, bien sûr. Dès les années 19 sont arrivés, puis après une vague d'Italiens, les années 23, 24. D'autres, après, Espagnols, Portugais, nous avons eu des Australiens, des Grecs. Après l'Afrique du Nord, bien sûr, Algérie, Maroc, tout ça. Et tous ces gens-là travaillaient tous ensemble, ils étaient très solidaires, ils étaient très fraternels. Et il y a eu plusieurs vagues, et notamment en 49 avec Amédée qui est là, fils de mineur lui aussi. Amédée spécial, bonjour Amédée. Bonjour Marlène. Alors vous êtes fils de mineur, votre père est arrivé en 1949 avec toute sa famille. Vous allez nous raconter un petit peu ce pan de votre histoire familiale. Mon père avait un oncle qui déjà avait immigré ici en France, et il était installé sur la Grande Combe et Trescol. Et en 1949, donc toute la famille est partie de Sicile, a traversé la Sicile et l'Italie. Mon père a mené 17 membres de sa famille jusqu'ici, jusqu'à la Grande Combe. Et quelques temps après, heureux, ils étaient jeunes, mon père avait 17 ans et les plus jeunes avaient dans les 8-10 ans. Donc c'était un périple de plusieurs semaines quand même. Et arrivé ici, c'était la terre promise parce que le charbon abondait. Et du coup, il y avait du travail à la clé pour beaucoup de membres de la famille. Il y a eu, tout le monde a travaillé de suite. Ils étaient volontaires, ils habitaient aux cités du Fès, où c'était des cabanes en bois qui étaient faites justement pour recevoir tous ces mineurs. Alors on vivait dans des conditions où on était vraiment nombreux dans de petits espaces. Tout le monde, voilà, les familles étaient à peu près 5 dans 50 à 60 mètres carrés. Quand on avait 60 mètres carrés, c'est qu'un quatrième ou un troisième enfant venait de naître. Et on était bien contents. On était bien contents d'avoir un toit et d'avoir un travail. Enfin, surtout mes parents, parce qu'en 49, j'étais pas apte à travailler encore, trop petit. Voilà. Et puis les Siciliens, ils sont très discrets. Ils racontent pas trop leur vie. Il faut leur ressortir un peu l'histoire du charbon et des souffrances qu'ils ont eues. Et on commençait à travailler très jeune, à partir de 14 ans, à la mine? Oui, 14 ans. Et même parfois avant. Mais lui, il a commencé à 17-18 et mes cousins aussi. Je crois qu'un avait commencé à travailler, Salvatore, plus jeune encore à la mine. Donc tous les Siciliens ont marqué, comme les autres générations et les autres, la vie de la Grande Combe et la vie des Cévennes. Et on le disait, toutes ces nationalités se retrouvaient, il y avait un côté vraiment fraternel, chacun s'entraidait. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Mon père me disait qu'il partageait le pain dans les mines au fond, quoi. Et mon beau-père était musulman. Donc Mohamed, il n'y avait pas de différence entre les uns et les autres. Le Polonais, l'Italien, tout le monde partageait tout dans la souffrance. Et c'est ce qui faisait les hommes, qui sont devenus après des adultes maintenant. Alors vous êtes parti un petit peu de la Grande Combe maintenant, et puis là vous êtes revenu et vous avez découvert des trésors chez vous, et notamment des outils de votre père. Oui, mon père était aussi menuisier, j'ai des vieux rabots avec des insignes compagnoniques, et j'ai retrouvé dans des stocks de ferraille son panier. Avec le numéro? Oui. Attribué à chacun? Absolument, donc le numéro 67. Et il y avait le panier et le crochet tout tordu. Je l'ai redressé un peu tout et je les ai conservés précieusement. J'ai trouvé son casque et
et sa pile, sa batterie, quoi. Voilà. Mais il me manque juste la petite lampe qui est dessus. Un instant, nous sommes dans le village Les Salles du Gardon, à l'école buissonnière, une ancienne école du village, en compagnie de Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors vous avez repris l'établissement en compagnie du chef il y a un petit peu moins d'un an, ou un peu plus d'un an? Un petit peu moins d'un an. En fin de compte, je suis revenu rejoindre Christophe Valarcher, qui est le chef de cuisine à l'école buissonnière. Christophe Valarcher était mon chef pendant plus de 7 ans en région parisienne, puisque je tenais une brasserie. Et voilà, c'est avec plaisir, lorsque j'ai arrêté mon activité à Paris, qu'il a eu besoin de moi. Je suis tombé amoureux d'une part de cet endroit, et en connaissance de ses capacités, de son intégrité au niveau du travail, je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose de bien ici. Alors vous avez réhabilité le lieu, mais vraiment dans l'esprit de l'école, parce qu'on voit les tableaux avec l'interro du chef, enfin c'est décliné sous cet aspect-là. Hein. Alors il est clair que ce serait dommage de ne pas rentrer dans une vraie thématique de l'école. L'école buissonnière écrit avec un seul N d'ailleurs, hein, qui justifie un peu pourquoi on a fait l'école buissonnière. Je dois dire que on a complètement changé de présentation de menus, etc. On était un peu dans le classique avec un menu du jour et 3 menus à différents prix. J'ai trouvé que mettre à l'ardoise un seul menu avec quand même un choix de 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, ça amenait une vraie possibilité, d'une part de fraîcheur, parce qu'on sait que d'avoir des menus avec des dizaines et dizaines de plats, on peut pas tout préparer. On peut forcément douter quelque part de la fraîcheur, hein, des produits. Puis là, ça nous amène avec cette carte aussi, dont évidemment Christophe fait des prouesses, tant à travers les produits régionaux qu'on essaie d'intégrer évidemment, avec des saveurs qui s'est liées. Et puis, ça nous amène aussi une capacité de changer assez rapidement, néanmoins, concernant toutes les saisons, donc à peu près 3 mois. Sincèrement, je dois dire que depuis le mois de mai l'année dernière, puisqu'on a commencé au mois de mai l'année dernière cette présentation, c'est un succès. Moi, je ressens un accueil exceptionnel à travers les clients qui viennent ici, les discussions, les envies qu'un restaurant de caractère, si je puis dire, puisse exister dans le nord d'Alès, donc dans le pays grand combien. On fait tout pour ça. Ils revivent une tranche de leur enfance aussi, parce que j'imagine que certains sont venus à l'école ici et ils redécouvrent le lieu d'une autre façon. C'est beaucoup plus sympa de venir manger, de s'asseoir, que d'être là avec le maître qui nous tapait sur les doigts. J'imagine pour eux que c'est plus agréable. C'est vrai qu'en plus, avec cette thématique, on a l'idée tout trouvée, hein, quand on... on a vu, il y a le tableau noir. Il y a le tableau noir, on a une idée tout trouvée. Les vieilles photos d'école. Vous avez d'ailleurs retrouvé les élèves qui sont sur l'une des photos à l'intérieur? Oui, alors un week-end, ça fait à peu près un mois, de manière complètement par hasard. 2 familles sont venues, et donc vous doutez bien que les gens qui ont occupé cette classe en 1944, dans les années 40 en tout cas, sont venus avec leurs familles, enfants, petits-enfants, et ils se sont trouvés donc 2 anciens élèves. C'était assez marrant de les voir, évidemment, d'évoquer des souvenirs. L'idée m'a pris, j'ai demandé à monsieur le maire des Salles du Gardon, Georges Brioude, de faire une recherche sur l'ancienneté, sur la vie de cette école, et évidemment d'essayer de retrouver un maximum de personnes
qui sont venus ici user leur fond de culotte sur les bancs de la classe. Et je dois dire que j'en suis à peu près déjà à 10 anciens élèves. Donc voilà, mon projet, c'est de les réunir un jour, faire une entrée des classes un peu particulière à l'école buissonnière. Cette école a existé et faire un événement, pourquoi pas, assez émouvant d'ailleurs. On fera réellement, on essaiera de faire quelque chose de bien. Voilà. En attendant ce grand moment, en tout cas, j'invite tout le monde, en tout cas tous les gens autour, à venir découvrir les plats que vous proposez parce qu'ils sont très bons et très beaux. Je vous remercie, Jackie. Bonne route à vous, bonne continuation et je vous mets un 20 sur 20. Merci beaucoup.